Et si nous repensions notre rapport au tourisme? Si on réfléchit bien, une activité touristique ne peut pas prospérer dans un environnement dégradé. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, pour semer maintenant les graines d'action du tourisme de demain avec des acteurs engagés. Je suis François Huet, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale, animée par le développement d'un tourisme vertueux, guidé par le sens et l'expérience en lien avec son territoire. Nous retrouvons Armelle, que j'ai eu le plaisir de recevoir l'année dernière pour échanger sur le tourisme en montagne. Aujourd'hui, elle nous revient avec une étude très complète sur le futur du tourisme qu'elle a réalisé en proposant de transformer les pépins en pépites. Et donc, elle nous emmène dans un voyage où l'on se prend ensemble pour mieux se réinventer. Sans attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et découvrir Armelle Soleilhac. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Armelle, merci de venir nous revoir sur Expérientiel. Comment vas-tu? Ça va super bien, merci de me recevoir à nouveau. Ben oui, tu sais que tu es la première à revenir. Oh là là, quel honneur. Ah. Mais bon, l'occasion en valait la peine quand même. Tu as sorti une étude sur le futur du tourisme que j'ai eu le plaisir de découvrir. Et je dois te féliciter parce que je trouve cette étude extrêmement intéressante par son contenu. Elle nous emmène vraiment dans un voyage de réflexion et de se dire qu'est-ce que je peux faire, et d'action aussi, d'idées d'action. Mais aussi, je trouve que pour une étude, elle utilise un langage qui est digeste, qui est agréable à lire. Et puis vraiment, les photos nous emmènent dans un endroit, elles nous transportent. Et je crois qu'on a besoin vraiment de voyage aujourd'hui. Donc bravo et toutes mes félicitations. Et je trouvais que c'était vraiment important de pouvoir partager avec les auditeurs cette étude parce qu'elle est constructive, elle est positive et elle est vraiment une belle source d'inspiration pour faire évoluer le tourisme vers un tourisme plus positif, quoi. Donc bravo. Tu es toujours à Annecy? Toujours à Annecy, dans les Alpes françaises. Ok, très bien. Très rapidement, parce que il y a pas mal de gens qui te connaissent, mais quand même, tu veux te présenter rapidement? Je peux, oui. Donc Armelle Soleilhac, j'ai fondé l'agence Switch en 2008 et on travaille principalement sur des études en prospective et en stratégie marketing pour les marques de sport outdoor et pour les destinations touristiques. Et j'ai créé l'agence à l'issue d'un premier tour du monde où j'ai visité 280 stations de montagne dans 27 pays sur 5 continents. Et en 2016, j'ai eu l'occasion de faire un deuxième tour du monde, cette fois des destinations balnéaires où j'en ai visité 100 dans 14 pays sur 4 continents. Alors pourquoi tu as fait cette étude? Quelle était l'intention derrière? Alors, l'idée de départ, c'est que l'année dernière, pendant le premier confinement, j'avais fait une étude sur le tourisme post-crise de la Covid-19. Parce qu'à l'époque, je pensais qu'au bout de quelques mois, l'affaire serait derrière nous et que finalement, on aurait acquis de l'expérience, mais que ça s'arrêterait là. Force est de constater qu'un an plus tard, c'est toujours pas derrière nous. On est encore confrontée à cette réalité et j'ai réalisé que en réalité il n'y avait pas un avant et un après crise de la Covid, mais il y a un avant et un avec les pandémies et que ça avait un impact très important sur le tourisme, sur la manière de l'organiser, sur la manière de le consommer. Et j'avais envie d'étudier ces évolutions et quelles tendances s'en dégageaient pour les 5 à 10 prochaines années. Et l'idée, c'était de partager ça avec les professionnels du tourisme pour qu'ils puissent quelque part mieux se préparer à cette nouvelle contrainte et ce nouveau paradigme finalement. Alors pour ces professionnels du tourisme, pour mieux se préparer, toi tu utilises un terme qui m'intéresse, c'est se transcender, pour mieux se réinventer. Alors comment on fait ça? Ça c'est pas évident, c'est sortir de sa zone de confort et remettre en question certaines croyances. C'est pas évident.
Oui, la première des choses, c'est de faire preuve d'une grande lucidité par rapport à ce qui nous arrive. Et puis ensuite, une fois, j'ai envie de dire, les constats passés, eh bien, se mettre en mouvement. Et il y a un certain nombre comme ça d'actions qui peuvent être réalisées pour se mettre en mouvement. Moi, j'ai proposé dans mon étude 5 axes. Le premier axe, c'est de travailler en lobbying auprès des décideurs, notamment au sein du gouvernement, et de le faire de manière collective, avec 2 ou 3 messages très simples et très clairs pour être audibles. Je propose ça en première action parce que j'ai été particulièrement choquée par la manière dont le gouvernement a traité le tourisme de montagne cet hiver, où en réalité ils n'ont absolument pas écouté les acteurs professionnels de la montagne, ils ne leur ont pas du tout fait confiance, alors que ces acteurs du tourisme professionnel en montagne avaient fait des actions et conduit des actions sans précédent, j'avais jamais vu ça avant, pour pouvoir accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions. Et je crois que là c'est un défaut de connaissance de nos dirigeants tout simplement, et j'ai assisté à quelques directions, notamment au ministère, où je suis tombée de ma chaise, c'est peu de le dire, en découvrant à quel point les dirigeants de notre pays, notamment sur des sujets liés au tourisme, en fait, ignorent complètement comment ça se passe sur le terrain, quelles sont les contraintes, quelles sont les choses qui fonctionnent très bien, et du coup prennent des décisions en étant en décrochage complet avec la réalité du terrain. Le deuxième axe que je propose, eh bien, c'est de redéfinir complètement son business model et son offre. Alors ça tient en 6 mots de le dire comme ça semble très facile, mais en fait c'est beaucoup plus lourd que ça parce qu'il faut repenser complètement sa stratégie marketing, repenser sa plateforme de marque, repenser sa manière de mettre en marché son offre, repenser aussi l'expérience client dans sa globalité, repenser éventuellement toute sa politique RSE, si on en a une. Si on n'en a pas, ça veut dire la mettre en œuvre, la créer et la mettre en œuvre. Bref, ces 6 petits mots recouvrent une réalité qui en fait prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois de travaux assez intensifs. Et puis le troisième axe, c'est vraiment de travailler sur une communication qui soit à la fois rassurante, à la fois ludique, parce que les clients ont vraiment besoin qu'on leur parle d'autre chose que de leur actualité, et une communication qui soit la moins anxiogène possible, de façon à gommer tous les irritants que les clients peuvent rencontrer avant, pendant et après leur séjour. Et puis mon quatrième axe de réflexion, c'est comment se mettre en marché, et surtout le fait de le faire le plus tôt possible. Je le dis parce que je suis assez surprise de voir que mi-mai, eh bien en fait il y a des tas de destinations, d'hébergements, de prestataires d'activités qui n'ont toujours pas mis leur offre en ligne. Et qui font qu'on peut toujours pas réserver. Donc je vois des chiffres de réservation qui sont pas très forts en ce moment, mais en même temps si les prestataires, les hébergeurs et les différents professionnels du tourisme mettent pas leur offre en ligne, c'est quasiment impossible pour les clients de réserver, tout simplement. Et puis le cinquième axe, c'est de surtout pas baisser les prix. Parce que ça, à mon avis, c'est une politique qui est suicidaire, mais plutôt d'améliorer l'expérience client dans sa globalité, notamment en augmentant le niveau de service. Et pour moi, la différence, elle se fera pas sur le prix, elle se fera sur la qualité de service reçu et ou perçu par les clients, parce qu'en réalité, les clients, ils sont toujours prêts à payer un petit peu plus cher si la qualité du service est absolument exceptionnelle. Et puis, dès qu'on joue sur les prix, de baisser les prix, c'est très facile. Les remonter par la suite, c'est extrêmement difficile. Et donc, on est obligé, si on souhaite maintenir ses marges, d'avoir un impact négatif sur la qualité de la prestation proposée. Et donc, à la fin de la journée, c'est l'expérience, l'entreprise, et puis aussi, souvent, aussi les employés, parce que un des coûts les plus importants, c'est la masse salariale, et donc on réduit les effectifs. Et là, on s'éloigne de la qualité, et c'est dramatique, Moi, je l'ai vécu, Tout à fait. Je l'ai vécu aux Philippines quand il y a eu la dévaluation du peso. On est passé vraiment de ça, on est passé du dollar au peso, avec tout ce que ça peut impliquer, etc.
Et l'impact sur la qualité et sur l'humain et sur l'expérience client a été catastrophique. Catastrophique. Et on met des années à s'en remettre. Alors dis-moi, Tout à fait. Ouais. dans cette étude, il y a une section qui dit comment vont se comporter les touristes d'ici 2030. Il y a 8 aspects qui sont présentés. J'ai voulu en aborder 2 parce qu'ils m'ont interpellé. Un qui m'a interpellé et puis l'autre aussi parce que j'ai des amis qui ont vu ton étude et qui se sont posé des questions par rapport à cet aspect. Donc, je voulais aborder ça. Mais j'invite les auditeurs vraiment à découvrir les 8 aspects, les 8 différentes propositions que tu fais qui sont très, très, très intéressantes et qui nous emmènent dans des horizons sympas, très sympas. Alors, le premier, moi, c'est tu parles de passage du tourisme de masse à un tourisme d'espace. Tu peux nous en dire plus ? Oui, en fait, ce qui se cache derrière cette tendance, puisque c'est 8 tendances pour le futur du tourisme que j'évoque là, donc derrière cette tendance-là, c'est la question du surtourisme qui se pose et comment on va gérer ce surtourisme, sachant que les conséquences observables sont en fait extrêmement clivantes. Et je tiens à dire que j'exprime pas ici un point de vue ou une opinion personnelle, c'est pas le sujet, c'est plutôt des constats que je fais. Ça me fait pas spécialement plaisir d'ailleurs de faire ces constats-là, mais c'est quand même une réalité. Donc ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, on a une clientèle qui recherche à pratiquer un tourisme physique, d'espace, si possible dans des lieux qui soient les plus préservés possibles, les moins fréquentés possibles, avec une qualité de service maximale, des rencontres humaines très fortes. Et finalement, ce tourisme d'espace physique, eh bien, on se rend compte qu'il est réservé et sera encore plus réservé à une élite financière qui va voyager physiquement. D'ailleurs, c'est Jean-François Rial qui dit que globalement le prix du voyage va augmenter parce qu'en fait, il faudra payer les conséquences écologiques de ce qu'est un voyage. Et à contrario, eh bien, on a un tourisme virtuel qui, lui, va pouvoir être pratiqué de façon massive, qui est plutôt un tourisme immobile pour ceux qui ont soit pas les moyens financiers suffisants pour se déplacer, soit pour des gens qui ont aussi envie de pratiquer un tourisme entre des temps de voyage physique. Ça peut être dans leur salon, ça peut être dans une bibliothèque, dans un centre multimédia, y compris un centre sportif d'ailleurs, un complexe sportif, où finalement on a une qualité de service qui est extrêmement limitée parce qu'il suffit d'interfaces avec des écrans, de lunettes virtuelles. La relation humaine est quand même limitée à son strict minimum, mais pour autant on peut faire des visites de musées à l'autre bout du monde ou faire des visites de sites historiques. Je pense notamment aux ruines de Pompéi, à tous les sites de l'UNESCO en fait qui ont été classés par l'UNESCO parce que l'organisme les a intégralement numérisés jusqu'à 1 cm du sol et jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Donc du coup, ça vous permet de les visiter d'une manière qui serait absolument impossible quand on se déplace physiquement sur place. Rarement, les gens se collent à 1 cm du sol et encore moins ils ne s'élèvent à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Donc ça permet de compléter une visite qu'on peut avoir fait, de préparer une visite qu'on souhaiterait faire physiquement ou tout simplement de visiter un lieu sur lequel on ne se sentirait pas d'aller. Je pense notamment à la visite à l'ascension du Mont Blanc, tout simplement. Il y a des tas de gens qui pourraient avoir envie de voir ce que c'est que l'ascension du Mont Blanc et ce que c'est que la vue au sommet du Mont Blanc, sans pour autant avoir envie de faire l'effort de cette ascension, ni même en avoir les compétences techniques, voire même physiques. Et de même qu'on peut avoir envie de voir des œuvres d'art et faire une visite virtuelle de musée, vivre des choses très fortes avec des œuvres, à pouvoir s'approcher là encore très très près, voir certains détails, voir même les couches qu'on voit sous la peinture quand on fait des analyses au scanner notamment. Et bien ces visites virtuelles permettent ça, alors que dans un musée classique, jamais personne va se coller à 1 cm de la toile, ni même voir ce qu'il y a derrière la peinture. Donc je trouve ces visites extrêmement intéressantes. Pour le coup, elles permettent un accès au plus grand nombre, à des coûts souvent réduits, voire même gratuits pour le grand public, donc c'est très intéressant. Oui, ça élargit vraiment des gens qui n'ont pas l'occasion d'aller ou n'ont pas les moyens d'aller en Égypte ou quoi que ce soit, peuvent de leur salon
découvrir un pays, une culture. Est-ce que tu crois qu'il y a cette relation, est-ce que la relation humaine va intégrer justement ce modèle ou pas? Alors, on voit certains musées qui proposent des visites qu'on va dire hybrides. C'est-à-dire que vous avez un être humain qui vient, notamment, par exemple avec une tablette, faire la visite avec un groupe de personnes. Donc, il y a un rendez-vous, comme une visite organisée dans un musée. Vous avez rendez-vous, par exemple, à 10h le jeudi, et vous vous présentez comme une réunion Zoom, finalement, ou Teams, à 10h à cette réunion. Et en fait, il y a une personne humaine qui fait la visite, donc qui peut répondre en live aux questions, qui peut vous emmener dans des endroits un peu secrets du musée où vous ne seriez peut-être pas allé si on ne vous les avait pas proposés, ou tout simplement qui ne sont pas accessibles si vous faites une visite physique. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que bien sûr, il y a les œuvres du musée, mais il y a aussi l'expérience de visite qui vous permet d'accéder finalement à ce qui se passe derrière les rideaux et qui est toujours très intéressant avec ce petit caractère un peu exclusif qui peut être chouette et qui peut être permis aussi avec grâce finalement à ces interfaces, à ces échanges avec la personne physique qui réalise la visite. Donc ça existe déjà depuis quelques années. Le Rijksmuseum aux Pays-Bas le pratique depuis 2 ou 3 ans maintenant. J'ai beaucoup d'amis qui ont regardé ton étude et qui aimeraient en savoir plus sur le tourisme régénératif. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Et qu'est-ce que je peux faire? Le tourisme régénératif, c'est, pour faire très simple, c'est quand les touristes doivent laisser la destination qu'ils ont visitée dans un meilleur état que celui qu'ils ont trouvé à leur arrivée. C'est un peu comme les toilettes finalement. On voit parfois ces affichettes sur la propreté. Eh bien, là c'est la même chose. Il va falloir aller au-delà finalement des grands principes du développement durable en matière de tourisme. Donc il faut aller au-delà du fait de limiter l'usage des ressources naturelles. Il faut aller au-delà de l'expérience authentique de la rencontre avec les communautés d'accueil, et il faut aller au-delà de la viabilité des activités économiques. Alors vous allez me dire, ok, tout ça c'est très bien, ça fait un peu verbiage de consultant finalement. En fait, le tourisme régénératif, il s'appuie sur une vision ou sur une approche dite holistique, c'est-à-dire globale, du tourisme, avec une vision du tourisme comme une activité économique humaine qui permet une transformation positive d'une situation qui n'est pas forcément positive au départ. Donc c'est l'idée que on a un changement vraiment de modèle économique. Plus de visiteurs, ça ne veut pas dire plus de revenus, mais il vaut mieux réfléchir avec moins de visiteurs qui dépensent plus sur place, qui vont avoir une meilleure expérience sur place et donc qui vont avoir plus de rentabilité. Pourquoi? Eh bien, je vais vous donner un exemple très concret. Les Cinque Terre, il y a quelques années, donc c'est en Italie, ont mis en place, pour lutter contre le surtourisme, des quotas de fréquentation. Donc il y a un nombre limité par jour de visiteurs qui peuvent visiter ces 5 petits villages italiens, au même titre que Venise est en train de mettre en place ces quotas. Et la grande crainte au départ des socioprofessionnels du tourisme de Cinque Terre, c'était de dire s'il y a moins de visiteurs, on aura moins de revenus. Et la réalité, ça peut sembler contre nature, mais il y a actuellement moins de visiteurs dans les Cinque Terre en volume, mais plus de dépenses et plus de rentabilité. Pourquoi ? Pas du tout parce que les prix ont augmenté, c'est absolument pas le cas, mais tout simplement parce qu'en fait, les clients font une meilleure expérience sur place, donc ont envie de dépenser plus, et aussi parce qu'ils font moins la queue. Or, d'un point de vue commercial, il n'y a rien de pire qu'un client qui fait la queue, parce que pendant qu'il fait la queue, donc il attend, il ne consomme pas l'expérience touristique, et donc il ne dépense pas d'argent. Donc la solution, c'est que moins vos clients feront la queue, plus ils dépenseront d'argent, plus ils consommeront le site touristique et plus ils seront contents. Donc vous serez contents parce que vous aurez plus d'argent et ils seront contents parce qu'ils auront vraiment vécu à plein l'expérience touristique proposée. Donc ça, c'est vraiment intéressant comme approche parce que c'est pas du tout les modèles qu'on nous enseigne traditionnellement dans les écoles de commerce notamment.
Alors, il y a quelques clés du tourisme régénératif. La première chose, c'est d'inciter au respect de l'environnement, bien sûr des habitants locaux et de la culture. Et on voit qu'il y a un certain nombre de pays comme ça, de pays ou de régions du monde, qui ont fait signer des chartes de bonne conduite du visiteur. C'est le cas notamment en Nouvelle-Zélande, non, pas en Nouvelle-Zélande, en Islande, en Finlande et dans les îles Palau. Alors le serment islandais, c'est le serment le plus connu, notamment parce qu'il a été rédigé avec un ton humoristique. Et moi j'aime beaucoup ça parce que finalement on n'est pas obligé d'une contrainte sur une contrainte de rajouter une contrainte supplémentaire, quelque chose d'un peu donneur de leçons. Non, pas du tout. On peut être au contraire dans une expérience ludique, dans une expérience plaisante, voire même enchantante, de ce qui est au départ une contrainte, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à notre environnement. La deuxième clé du tourisme régénératif, c'est l'idée que l'argent qui est dépensé par les clients sur place, participe à la préservation des lieux fréquentés ou à leur réhabilitation, leur rénovation, leur replantation éventuellement selon sur quoi on se déplace. Et puis, c'est aussi le fait d'accepter de fermer en tout ou partie, sur une durée plus ou moins longue, certains espaces qui auraient été trop endommagés, le temps de permettre à la nature de se régénérer, ou éventuellement, si c'est des sites historiques, de permettre une rénovation pour stopper ce processus d'érosion ou de détérioration du site. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que il y a un certain nombre de choses qui relèvent du bon sens, mais qui sont quand même une réalité pas toujours appliquée. C'est la mise en place de moyens de transport moins polluants. C'est aussi le fait de refuser d'exporter les espèces endémiques, c'est-à-dire que une plante ou une roche, elle appartient à un territoire, et quand on l'emmène ailleurs, ça peut vraiment faire des catastrophes. Je pense notamment à une algue qui a été envoyée un peu par erreur en Méditerranée et qui maintenant était une absolue catastrophe pour les fonds marins méditerranéens. Et puis l'interdiction aussi d'importer des espèces animales ou végétales qui peuvent être très invasives pour préserver les écosystèmes locaux qui parfois sont extrêmement fragiles. Et c'est le cas notamment sur l'île de Pâques et en Nouvelle-Zélande où ils font la traque. Et notamment dans les aéroports, vous allez avoir vos chaussures qui vont être badigeonnées avec un spray pour éviter la moindre propagation. Certains touristes le vivent très mal, mais je pense que c'est parce qu'on leur explique pas. Et à partir du moment où on leur explique, tout de suite ça a du sens et on peut avoir une meilleure acceptation de ce type de pratique. Donc c'est vraiment intéressant. Le leader en la matière, c'est la Nouvelle-Zélande, qui a vraiment axé toute sa politique touristique sur le fait de décarboner les voyages sur son territoire, de développer une économie circulaire avec zéro déchet au maximum, et puis de vraiment faire passer cet élément qui est culturel chez eux, que la nature est une personne à proprement parler, qu'il faut respecter, et comprendre ce qu'ils appellent la promesse Tiaki, qui est que la nature, ça fait partie de notre monde, comme chaque personne fait partie de ce monde, et qu'on peut pas la mépriser ou la maltraiter, comme ça nous viendrait pas à l'idée de mépriser ou de maltraiter une personne qu'on rencontrerait dans la rue, par exemple. Il y a longtemps, j'ai vécu en URSS et on faisait la queue. Et j'ai jamais aimé faire la queue. Et quand j'entends ton histoire de Cinque Terre, faire la queue, etc., moi j'ai horreur de faire la queue. Et dès que je fais la queue, hop, je m'en vais ou je m'énerve. Donc, c'est marrant parce que cette métaphore est tout à fait vraie. Elle est véridique, je veux dire. Je pars, je suis mécontent et j'ai une mauvaise expérience. La deuxième chose, Cinque Terre, j'y étais et je dois avouer que pour un lieu avec autant de fréquentation, avec ma famille, on a eu une expérience incroyable. Où déjà le rapport qualité-prix était présent. Et puis l'accueil, je vais dire, des restaurateurs, etc., c'était agréable. On se sentait pas dans une destination super touristique où on est pris un peu pour
des pigeons, où on se sent qu'on prend un coup de bâton derrière les oreilles quand on consomme ou quoi que ce soit. Non, on se sentait accueilli. Et ça, c'est une énorme différence dans l'expérience client et touriste, parce que ça fait du bien. On vit quelque chose d'assez exceptionnel. En plus, il y a ces chemins qui vont d'un village à l'autre. Enfin, il y a différentes possibilités. Il y a le bateau, etc. C'est une super expérience. Mais pour réaliser ça, il faut vraiment qu'il y ait une politique de tourisme du territoire où tous les acteurs se retrouvent. Ça doit être quand même une sacrée mécanique à mettre en place. Oui, et c'est l'un des plus gros enjeux pour les professionnels du tourisme. La question que tu poses en sous-jacent, en fait, c'est la question de la gouvernance, c'est-à-dire comment on arrive à fédérer l'ensemble des acteurs, que ce soit des institutionnels, des administratifs, des acteurs économiques privés qui parfois ont des intérêts extrêmement antagonistes, bien sûr les élus qui ont un agenda politique à tenir, qui n'est pas forcément l'agenda des particuliers, des habitants, ou même des exploitants touristiques. Et donc tous ces gens-là qui ont souvent des intérêts antagonistes, en tout cas de prime abord, qui ont souvent des agendas qui ne sont pas les mêmes à tenir, et bien comment on fait pour les fédérer? Et je crois que il y a des exemples qui sont très intéressants. Je pense notamment à ce qui se fait à Trysil, qui est une petite station en Norvège. Enfin, je dis une petite station, c'est la plus grosse station du pays, mais à l'échelle des Alpes, c'est une petite station. Je pense aussi à ce qui se fait à Serfaofisladis en Autriche, où c'est 3 toutes petites destinations sur une seule même montagne qui se sont fédérées ensemble pour repenser complètement leur manière de travailler d'un point de vue touristique. Je pense à ce qui se fait aussi à Greyhound en Suisse. Là, c'est encore d'autres problématiques. Et le sujet, c'est vraiment réussir à fédérer les socioprofessionnels et les acteurs locaux, quelles qu'ils soient, toutes les parties prenantes, autour d'un projet collectif pour aller tous dans la même direction, avec parfois des aspects contraignants, mais surtout une forme de volontarisme, et éviter finalement de se disperser et éviter d'aller les uns contre les autres, parce que c'est le meilleur moyen pour que ça échoue. Alors que quand on se fédère autour d'un projet et qu'on a une vision commune partagée, eh bien c'est là qu'on va le plus loin, le plus vite et tous ensemble. Les trois cas que tu as présentés, Norvège, Autriche et Suisse, est-ce que c'était des destinations qui étaient dans une situation économique un peu de crise et qui ont dû se réinventer, ou c'était des destinations qui étaient dans une bonne situation mais ils se sont dit que c'était pas pérenne et donc il fallait évoluer avec son temps? Alors, j'ai pas l'historique sur Serfaofisladis. Sur Trysil, je dirais que ça relève plutôt de la culture locale, parce que les Scandinaves sont quand même plutôt dans une approche de travail collectif, avec beaucoup de co-construction, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans leur approche, ils se sont pas contentés de fédérer seulement les parties prenantes liées au tourisme. Ils ont intégré la totalité des entreprises du territoire. Donc il y a 183 entreprises sur leur territoire, bien sûr les élus, tous les acteurs. Et il n'y a pas un acteur qui pèse plus lourd que tous les autres. Notamment là, en l'occurrence, c'est une station de montagne. La société d'exploitation de remontée mécanique ne pèse pas plus lourd que la mairie, qui ne pèse pas plus lourd que le petit exploitant d'un restaurant ou de la scierie locale. Et ça, c'est très intéressant de voir que voilà, c'est pas en fonction de la contribution financière des uns et des autres, mais c'est vraiment une entité égale un vote, grosso modo. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'ils ont compris que vraiment ensemble ils étaient plus forts, et que plus ils se tiraient dans les pattes et plus c'était compliqué. Et ils ont notamment une façon de procéder où quand ils sont pas d'accord, en fait ils se mettent dans ce qu'ils appellent une war room. Et ils se disputent pendant 2 heures. Et puis à l'issue des 2 heures, ils n'ont plus le choix. Il y a 120 minutes qui se sont écoulées. Il faut qu'ils prennent une décision. Peu importe la décision. Mais voilà, ils ont 2 heures pour trouver une solution, pour se dire les choses en face. Et une fois qu'ils sortent de leur war room, ils ont une décision, ils ont un plan d'action pour la mettre en œuvre. Et tout le monde doit mettre en œuvre. Et s'il se trouve qu'un acteur s'amusait à pas vouloir suivre la décision collective qui a été prise,
parce qu'il pourrait dire, après tout, moi je suis dans mon hébergement ou dans mon restaurant, ou moi je suis prestataire d'activité et je fais bien ce que je veux chez moi, eh bien tous les autres se fédèrent et lui, l'objectif c'est de coller la honte. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une sanction financière. Non, la sanction, c'est une sorte de honte publique qui sera mise en œuvre pour faire en sorte que cette pression, il y ait une pression très forte qui pèse sur cet acteur professionnel. Et ça marche super bien. Donc c'est la devise des mousquetaires, quoi. Tous pour un, pour tous. Oui. Exactement. Alors dis-moi, là tu viens de mettre le pied à l'étrier sur comment se mettre en action. Est-ce qu'il y a d'autres idées justement pour passer à l'action ? Alors, bon, bien sûr, il y en a plein d'autres. Moi, ce que je dirais, c'est que dans un futur très proche, le vrai sujet, c'est de travailler sur la dimension de l'expérience visiteur. Et si vous n'avez pas le temps, pas envie, pas le courage, pas les moyens de travailler sur le business model, c'est quelque chose de très rapide, c'est de travailler sur l'expérience visiteur et vraiment de bien comprendre les 5 grandes dimensions de cette expérience, le fait ce qui touche à la consommation responsable, il y a tout ce qui touche à l'accueil bienveillant, tout ce qui touche à la sécurité sanitaire, à une offre qui soit la plus efficiente possible et bien entendu à la connectivité technologique. Donc une fois que vous avez intégré ou vu dans ce que vous proposez ces 5 dimensions, c'est comment vous travaillez pour améliorer et au-delà d'améliorer, c'est valoriser, faire savoir ce que vous faites donc en matière de sécurité sanitaire, d'accueil bienveillant, de transformation numérique, d'offres efficientes et de consommation responsable. Très bien. Dis-moi, en travaillant sur cette étude, ça a dû demander beaucoup de recherche, beaucoup d'enquêtes, informations, etc. Quels sont les grands apprentissages, les grandes surprises pour toi, les grandes découvertes, justement, en travaillant sur cette étude ? Qu'est-ce qui t'a surpris ? Tu te dis, tiens, c'est pas mal ça. Alors, ce qui m'a le plus surpris, c'est une forme de dissonance cognitive, je suis désolée pour cette terminologie, de la tendance numéro 7, c'est-à-dire le tourisme de l'urgence. En fait, donc je m'explique, le tourisme de l'urgence, ça couvre aussi bien le tourisme de la dernière chance, c'est-à-dire le fait d'aller visiter un lieu avant qu'il soit irrémédiablement modifié ou carrément qu'il ait disparu de la planète Terre, ou le tourisme de revanche qui apparaît là depuis la crise du coronavirus, c'est-à-dire le fait de se précipiter pour aller faire plein d'expériences touristiques un peu en ultra dernière minute. Et en fait, ça m'a beaucoup surprise, le fait que les gens savent que leur activité touristique a un impact négatif sur la terre ou sur l'environnement, sur la biodiversité, et que malgré tout, ils continuent à aller visiter ces sites-là. Les études sont assez folles sur le sujet. J'avais lu un chiffre, je crois que c'était 79% des gens qui allaient visiter un site touristique où ils pouvaient voir les ours polaires disaient que si sur ce site touristique spécifique, les ours polaires finissaient par disparaître complètement, c'est pas grave, ils trouveraient un autre site où aller ou les voir. Et ça m'a énormément choquée parce que quand on leur demande à ces gens-là pourquoi est-ce que vous voulez voir ces ours, pourquoi c'est si important pour eux, eh bien ce qu'ils disent c'est parce que je veux les voir avant qu'ils disparaissent et je veux pouvoir être témoin de cette expérience-là, de cette diversité-là. Donc il y a une forme de dissonance, donc de décalage entre une certaine réalité, ce qu'il faudrait faire pour faire en sorte que la biodiversité continue et que notre environnement soit protégé, versus ce qu'ils font véritablement. Et ça m'a beaucoup interrogée parce que il y a quelques années, en 2016, Global Data avait sorti une étude sur la sensibilité des clients au développement durable et le fait que plus de 64% d'entre eux, 64,5% d'entre eux souhaitaient avoir des pratiques responsables lorsqu'ils partaient en vacances, mais ne savaient pas comment faire pour pratiquer un tourisme plus responsable. Et en même temps, quand tu creuses un peu, il y a l'aspect déclaratif, et puis quand tu creuses un peu, tu te rends compte que, en fait, quand il s'agit de mettre en œuvre, eh bien là, les voyageurs, tout d'un coup, ils sont un petit peu plus réticents.
Et ça a inspiré une question qui sera l'objet d'une prochaine étude dans quelques mois, je pense, sur comment faire en sorte que les visiteurs partent réellement en accord avec leurs bonnes intentions, on va dire, sans pour autant abîmer trop les ressources naturelles, voire même sans abîmer du tout les ressources naturelles. Donc le tourisme régénératif est un début de réponse, mais c'est pas tout non plus. Ça fait pas tout non plus, loin de là. Ouais, je te rejoins complètement. Je crois qu'il faut intégrer tout le monde, le touriste, et on est tous touristes, hein, citoyens du monde, on est tous touristes ici. Donc c'est important que les touristes aussi soient impliqués dans la réflexion, la sensibilisation et l'action. Aussi bien que les acteurs du tourisme, mais pas que aussi, les producteurs, tout le monde, voilà, tous les citoyens de la Terre. Donc ça c'est très important et je te rejoins complètement. Dis-moi, avant de se quitter, où c'est que je peux trouver cette étude ? Alors, l'étude, elle est téléchargeable gratuitement sur slideshare.net/armelou. Vous pouvez y trouver toutes les études que j'ai publiées ces 10 dernières années. Pour ceux qui ne souhaiteraient voir que celle-ci, l'URL, donc c'est slideshare.net/armelou/ le futur du tourisme en 2030, grandes tendances, plan d'action et recommandations. Et sinon, possible aussi d'aller sur ton site pour savoir un peu ce que tu fais et ton actualité ou pas ? Oui, tout à fait. C'est gentil de me permettre d'en faire la promotion. Donc, c'est switchconsulting.fr. Armelle, ça a été un véritable plaisir. J'aurais bien voulu rester plus longtemps pour échanger par rapport à cette étude et puis aussi toute cette expérience que tu as et cette ouverture sur le monde qui fait beaucoup de bien. On a besoin de s'oxygéner. Même en parlant sérieusement, on peut voyager avec toi, donc c'est génial. Donc, bonne continuation. Au plaisir de se revoir pour la prochaine étude ou une autre occasion. Je suis sûr qu'on aura une autre. Je t'ai entendu dernièrement sur Respire. Tu étais intervenu aux États généraux aussi avec des remarques et des réactions qui étaient très pertinentes et qui ont fait réagir tout le monde. Donc, bonne continuation et à très bientôt. Merci François, merci beaucoup pour cette invitation et bonne continuation à ton podcast. Merci beaucoup Armelle, au revoir. Voilà la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en le partageant sur vos réseaux, en vous abonnant pour suivre tous les épisodes à venir. Et si vous avez juste encore un petit peu de temps, donnez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme préférée. Le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit, ensemble, guidé par le sens et l'expérience en lien avec nos territoires. Alors je vous dis à très bientôt.